Voilà, c'est bon. Bonsoir, Monsieur Patrick. Monsieur Patrick? Bonsoir Claire. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, je vous entends parfaitement. Je ne sais pas si moi aussi vous m'entendez. Oh, parfaitement, très bien, très très bien. Alors, votre journée, ça va? Tout s'est bien passé? La santé, ça va? Voilà, c'était une belle journée, c'est un dimanche. Je suis chrétien, donc c'était une occasion pour moi d'aller prier. Donc Ok. on a bien prié ce matin et puis voilà, tout s'est bien passé quoi. Ah oui, ça c'est une bonne chose. Alors, je ne vais pas trop traîner. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'infoprenariat. Ok. L'infoprenariat, je ne préfère pas donner la définition. Vous allez nous donner la définition tout au cours de ce webinaire. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui sera l'infoprenariat, une opportunité inexploitée pour générer des revenus passifs, j'aimerais d'abord que vous nous dites qui est Monsieur Patrick Chamba. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous présenter un peu, question qu'on puisse vous connaître, et après on va évoluer comme ça. Très bien, merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire merci pour l'opportunité que j'ai ce soir de partager avec tous les publics un peu cette occasion de connaissance qui est Patrick Bakingela Chamba. Euh, hmm, Disons que je suis quelqu'un qui passe la plupart de son temps à lire des livres. La bonne nouvelle est que je suis payé pour ça. Donc, vous voyez, je passe mon temps à lire et parfois je lis des livres, après je veux raconter des histoires aux gens et à la fin de la journée, je suis payé pour ça. Non, si je veux aller d'une autre manière, en fait, je suis, je suis un chercheur. J'ai spécialisé dans le domaine de la gestion. Je passe mon temps aussi à enseigner. Voilà, à enseigner. Donc, que ce soit bien au niveau de l'université ou au niveau des entreprises ou assister les gens qui sont dans le besoin. Donc voilà, ce que je suis assez spécialisé dans le domaine de la stratégie et notamment en stratégie d'entreprise, mais aussi spécialisé dans tout ce qui est innovation bon, dans tout ce qui est aussi entrepreneuriat. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un jour, j'étais en train de partager à un groupe de personnes cette idée simple qui était celle de dire que voilà, vous pouvez créer une chaise que vous mettez dans votre poche. C'était bizarre que les gens m'ont dit que c'était impossible. Je me suis dit, waouh, pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est impossible? Donc parfois, mon temps, je les passe à aller vers des choses qui vont nous faire sortir des sentiers battus. Ok. Je vois bien, même sur votre présentation LinkedIn, la phrase sortir des sentiers battus m'a beaucoup plu. Euh, Vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est quoi votre concept? Qu'est-ce que vous faites pour permettre justement aux gens de sortir des sentiers battus? Ça, c'est une question très intéressante. Sortir des sentiers battus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par faire une hypothèse qui est simple. L'hypothèse qui est simple, c'est de penser que l'avenir sera exactement égal au passé. Et ça, je pense que c'est une erreur importante parce que euh, il y a d'ailleurs cette idée, la plupart des gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils regardent, voilà, dans le passé, qu'est-ce qui s'était passé. Ils font l'hypothèse que le futur sera égal au passé. Ça, c'est vraiment euh, une grande erreur. Regardez, c'est comme il y a une fois, aux États-Unis, hein, quand on faisait cette fête de Thanksgiving, il y a un monsieur qui a sa dinde. Et chaque jour, il vient vers cette dinde, il donne à la dinde de la nourriture. Le 1er janvier, le propriétaire de la dinde donne la nourriture à la dinde. En février, en avril, etc. La dinde finit par penser que le propriétaire de cette dinde est bienveillant.
jusqu'au jour où ça serait le jour de la Thanksgiving. Et la Thanksgiving aux États-Unis, la grande nourriture, c'est cette dinde. Le propriétaire va aller attraper la dinde et il va la tuer et ça serait la nourriture pour, je vais dire, pour la Thanksgiving. Donc, sortir des sentiers battus, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on peut trouver d'autres manières de réfléchir qui peuvent être totalement nouvelles, qui ne sont pas les manières qui sont basées sur le passé. De toutes les façons, pour chacun de nous, notre avenir ne dépend pas du passé. Notre avenir dépend de notre vouloir et de comment nous voulons construire cet avenir. Et donc, j'aide les gens à comprendre un peu comment est-ce qu'ils peuvent naviguer. Peu importe les échecs que vous avez aujourd'hui, cela ne va jamais définir votre avenir. Mais beaucoup de gens restent bloqués par une pensée selon laquelle, bon voilà, si je jouais dans les passés, donc cela m'empêche d'aller vers l'avenir. Voilà. Donc, en d'autres termes, c'est un peu cet élément. Mais je sais que sortir des pensées, des sentiers battus, ça dépend de nos croyances dominantes. Hein. Et parfois, nous avons des croyances qui sont très, très limitantes et des croyances limitantes nous empêchent de voir les possibilités. Je vais juste te donner un exemple. Malheureusement, je commence à trop parler. Ça, c'est mon défaut. Non, continuez, c'est intéressant. Je peux donner un exemple. Regardez, nous sommes en RDC. Il y a par exemple des gens qui disent ceci. Je posais un jour une question à un groupe de gens. Ils m'ont dit ceci. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon en RDC? Il y a même certains qui ont dit non. Nous, notre rêve, c'est peut-être sortir, aller ailleurs. Mais vous voyez, leur type de raisonnement, c'est exactement comme le raisonnement lorsque vous avez un éléphant. Il est très gros. Lorsqu'on veut immobiliser cet éléphant, on prend juste une petite corde, on met à sa patte, et on prend la patte, on met dans le sol. Je sais que cet éléphant ne va jamais bouger. Pourquoi l'éléphant ne bouge pas? Parce que quand il était enfant, on lui mettait une grosse chaîne, il se débattait pour se détacher de cette chaîne et n'y arrivait pas. Au bout d'un certain moment, il a développé un raisonnement selon lequel, une fois qu'on lui met une chaîne, ça serait difficile de bouger. Beaucoup de gens ont ce type de blocage dans la vie. Ils arrivent à penser que ce n'est pas possible de faire les choses. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'aider les gens à comprendre. Si on n'était pas en ligne, j'allais faire un exercice avec vous ici, si on était dans une salle, où vous allez aussi finir par réfléchir comme l'éléphant, c'est-à-dire finir par penser que ce n'est pas possible de faire les choses. Voilà. Ok, en tout cas, c'est très intéressant. Je pense que on aura le temps d'en parler, d'entrer vraiment en profondeur. Mais pour revenir à notre sujet du jour, pourrez-vous nous dire c'est quoi l'infoprenariat? C'est quoi l'infoprenariat et qu'est-ce qui différencie l'infoprenariat de l'entrepreneuriat classique? Excellente question. Ça, c'est une excellente question. Alors, l'infoprenariat, ici, on va simplement dire que c'est une manière de créer et de monétiser l'information. C'est-à-dire, je vais mettre en place des produits qui sont numériques, okay, ou des produits digitaux, et qu'à partir de ces produits numériques ou des produits digitaux, je peux gagner de l'argent partant de ces produits-là. Ça, c'est de l'infoprenariat. OK? C'est-à-dire, j'ai un contenu, de l'information, et puis je veux trouver un moyen de monétiser ces contenus, notamment si cela arrive à créer de la valeur auprès du public qui s'intéresse à moi. Donc, et pour le faire, on peut aller dans certaines plateformes qui peuvent être en ligne, pour lesquelles c'est beaucoup plus facile de vendre ce type de produits. L'avantage de l'infoprenariat, il est simple, parce que indépendamment des autres types d'entrepreneuriat, ici, je n'aurai pas besoin d'avoir un capital et je n'aurai pas besoin d'avoir un stock. Je vends un produit physique, je ne vais pas vendre un produit physique, mais je vais vendre un produit qui est numérique ou un produit qui est digital. C'est-à-dire, je peux le créer une fois que je crée ce produit, il suffit que je le mette sur une plateforme
Et cette manière de la mettre sur une plateforme, ça peut continuer à me générer de revenus qui sont récurrents. Et parfois, ces revenus, ça peut être automatisé, c'est-à-dire que je mets en place un processus. J'ai un site web où je vais sur d'autres plateformes qui peuvent m'aider à aller vers la création de ces types de revenus. Ok. En tout cas, c'est très intéressant. Vous êtes là? Très bien, vous me suivez? Oui, 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 oui. Là, c'est bon. C'est très intéressant et ça me permet de rechuter sur une question. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de produits justement que l'on peut mettre en ligne pour se lancer justement dans l'infoprenariat? Quel type de produit, par exemple? Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser comme des produits digitaux. Je vais commencer par quelques-uns qui sont simples. Le premier, ça peut être créer un e-book. OK? Quand je dis créer un e-book, en fait, c'est un livre. Quand on dit book c'est en anglais, e-book, c'est un livre qui est en ligne. Donc, je vais créer un livre en ligne qui peut être sous format numérique. Et une fois que je crée ces livres, je peux le vendre en ligne. OK? Par exemple, il y a des plateformes comme par exemple sur Amazon, je peux auto-publier mon livre. C'est-à-dire que j'aurai un livre qui sera totalement fait, je le mets dans le bon format en ligne et je peux le mettre sur Amazon, par exemple, et quelqu'un, lorsqu'il va commander mon livre, il va aller sur Amazon. S'il a même besoin d'une copie physique, c'est au moment où il commande qu'on peut lui donner une copie physique. Mais sinon, il peut avoir une copie qui est simplement virtuelle, qui est numérique. Et à partir de là, voilà, la vente, elle est déjà faite. Donc ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que je veux créer ces contenus. Désolé, je crois qu'il y a quelqu'un qui... OK. Mm. Désolé, c'est l'inconvénient du direct. Je pense qu'il y a Oui, quelqu'un. je viens de couper, oui. Vous pouvez OK, continuer. ça va, très bien. Donc, je disais, c'est par exemple créer les e-books. Ça, c'est un exemple d'un produit numérique, un produit digital que l'on peut vendre. Il y a plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre votre e-book. Il y a par exemple créer un cours en ligne. Ce matin, j'étais avec mes enfants quand je suis rentré de l'église et je leur ai dit, est-ce qu'ils savent quelle est la meilleure manière de décortiquer les arachides? Parce que j'ai vu que moi, j'étais plus rapide à vouloir décortiquer les arachides, mais pour eux, ils étaient en train de peiner pour le faire. Et je leur ai dit, ouais, mais voilà, ça c'est vraiment une bonne occasion. Peut-être que je ferai un cours pour montrer aux gens comment arriver à décortiquer les arachides en ligne. Bon, ça je montre, c'est un des moyens. Donc, je fais un cours en ligne, mais on reviendra plus tard. Ce n'est pas l'effet de faire un produit qui est important. Il y a des éléments de l'entrepreneuriat, les éléments de base, mais ça, je vais revenir plus tard. Donc, on peut faire aussi, par exemple, des webinaires. Certaines plateformes et ces webinaires, ça peut permettre je peux même les enregistrer ou des pré-enregistrer et ça peut aider à ce que les gens qui peuvent venir sur ma plateforme, ça peut être un simple site web, ils peuvent s'abonner à ce type de webinaire et avoir un contenu qui est permanent. Bon, je peux parler aussi des logiciels, mais je sais que le logiciel, ça devient un peu technique. Peut-être quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas la capacité d'avoir des logiciels, mais on peut aller à autre chose. On peut s'y vendre en ligne. Par exemple, tout ce qui est les photos et les images. Vous prenez de bonnes photos et des bonnes images. Il y a des sites. Une fois que la photo est prise et elle est là, vous pouvez la déposer sur les sites.
et mettre en place tous les mécanismes qui peuvent aider à ce que les gens qui sont intéressés, ils peuvent arriver à acheter cela. Vous avez aussi les templates, comment on dit les templates, ou les modèles. Mhm. Par exemple, il faut faire un business plan. Vous ne savez pas comment faire un business plan. Je peux vous concevoir un petit modèle avec les étapes 1, 2, 3, 4 qui peut vous faciliter la vie. Et donc, ça, c'est quelque chose que facilement on peut vendre en ligne. Voilà, il y en a plusieurs, mais peut-être que je veux me limiter par là. Le plus simple de tous, c'est faire un fichier PDF, un fichier PDF que vous pouvez arriver à vendre en ligne. Voilà. Ok, ça, c'est vraiment intéressant. La plus grande question va rester comment justement monétiser tous ces produits-là qu'on vient d'énumérer. Comment en faire une source de revenus passive? Très bien. Ça, c'est une excellente question. Vous voyez, la plupart des gens, lorsqu'on va parler de monétiser ou de vendre quelque chose, l'erreur la plus dominante pour la plupart des gens, c'est quoi? C'est que, premièrement, ils vont aller chercher quel est le produit qui est important que je peux vendre. Mais là, les désavantages de cette approche, c'est que si tout le monde arrive à faire la même chose que tout le monde, on va se retrouver sur le marché à offrir le même type de produit. Et si on offre le même type de produit, la concurrence va être très dense. Et si la concurrence elle est dense, parfois on aura difficile à vendre certains produits. Alors, donc avant de monétiser, il faut d'abord bien faire comprendre quel est le besoin pour lequel votre produit sera une réponse auprès de clients. C'est-à-dire, il faut bien comprendre les besoins. Euh, et ici, comprendre les besoins, ça veut simplement dire ceci. Moi, je peux vous poser une question, mais je sais que ce n'est pas mon rôle de vous poser des questions. Mais j'allais dire, la question est la suivante. D'après vous, dites-moi, répondez comme vous voulez, ce n'est pas un problème, c'est un dialogue. Pourquoi est-ce Oui, que quelqu'un achète un produit? Qu'est-ce qui pour peut... répondre à un besoin. On répond Très à un bien, besoin qu'on achète. Ouais. très bien. Donc, pour répondre à un besoin, ça, c'est une excellente réponse. Mais regardez, il y a quand même, moi, je peux dire, il y a trois choses fondamentales qui peuvent pousser quelqu'un à répondre, à acheter votre produit. Un des problèmes fondamentaux, c'est que s'il y a quelqu'un a une peine, une douleur, c'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, au bout d'un certain moment, vous êtes coincé. C'est-à-dire vous ne savez pas avancer. C'est-à-dire ça vous empêche vraiment d'avancer. Et moi, si je donne une réponse qui vous facilite la vie, je suis sûr et certain que vous pouvez dire, waouh, celui-ci répond à mon problème et vous pouvez acheter mon bien ou mes services. Donc, répondre à une peine de quelqu'un. Et là, on peut s'intéresser de savoir, disons, quelles sont les peines que les gens rencontrent pour faire une activité qu'ils veulent faire. OK? Donc, ça peut être une première manière. D'ailleurs, il y a un jour, j'étais en train de poser la question suivante à quelqu'un en disant, mais écoutez, aujourd'hui, le problème d'embouteillage, ça, c'est un problème très, très important. Et si c'est un problème pour une grande majorité de gens, mais si vous êtes entrepreneur, vous devez vous réjouir de dire, waouh, les gens ont des problèmes d'embouteillage. Et vous pouvez maintenant commencer à dire, comment je gagne de l'argent à partir des embouteillages? Mais c'est là où il y a le grand problème parce que pour beaucoup de gens, quand on dit gagner de l'argent, dans sa tête, quelqu'un pense, pour gagner de l'argent, il faut avoir un produit physique et le vendre en échange, je gagne de l'argent. Alors qu'on peut créer de la valeur autrement. Donc, mais j'étais en train de dire ceci. Le premier élément, c'est la peine, la difficulté que les gens ont. Si vous arrivez à résoudre cette difficulté, les gens pourront trouver que vous apportez de la valeur et ils peuvent payer vos produits. Le deuxième élément, c'est par exemple si je facilite quelqu'un à avoir plus de joie,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à résoudre son problème, il sera encore très content de ce qu'il fait. La deuxième raison, c'est que les gens peuvent acheter un bien ou un produit parce qu'on va les aider à se sentir mieux, à être encore contents, etc. Donc, vous voyez, donc ça, c'est quelques éléments qui peuvent aider. Et donc, si vous ne voyez pas les besoins des clients, vous ne voyez pas le peine de clients ou les gains que les clients peuvent avoir, donc ces trois choses, besoin, peine, gain, et que vous venez simplement proposer un bien ou un produit en vous faisant l'hypothèse que, parce que moi, je pensais que dans ma tête, ce produit, il est bon, tout le monde va le vouloir, vous pouvez vous retrouver, votre produit, personne ne l'achète. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a une fois un monsieur, il s'appelle Eric Ries. Donc, Eric Ries, il va écrire un livre qui est très intéressant. Et ce livre s'appelle Lean Startup. Lean comme mince, startup comme le startup. OK. Et dans son livre Lean Startup, il montre une expérience intéressante. Lui, il va même montrer qu'avant qu'ils lancent leur entreprise, ils ont commencé par faire les études de marché. Ils ont fait les prototypes. Ils ont testé ça auprès de gens et les gens ont dit, ah voilà, ce produit, il est très bon, il est ceci. Ensuite, ils ont investi beaucoup d'argent sur leurs produits et ils ont attendu le jour où ils devaient faire les lancements. Malheureusement, le jour du lancement, c'était un flop. C'est-à-dire, personne n'a acheté le produit alors qu'ils les avaient testés. Et ils ont testé et les gens disaient que c'était bien. Mais finalement, le produit n'a pas décollé. C'est là où ils se sont rendus compte, mais mon Dieu, mince, on a déjà dépensé autant de millions d'argent, de dollars, maintenant personne n'achète le produit. Et là, il va apporter une autre manière de faire de l'entrepreneuriat, c'est la Lean Startup. Il va simplement dire que quand on va entreprendre, mieux vaut échouer petit et tôt que d'échouer tard et grand. C'est-à-dire Parfait. que il faut tester le produit, il faut créer ce qu'on verra, bon, ce qu'on peut dire autre chose, les produits minimum viables, donc les MVP. C'est une manière de tester pratiquement les produits et voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, voilà, ça, c'est les approches sur lesquelles on peut y aller. Mais si je me résume, c'est que on ne cherche pas directement à monétiser si on n'a pas compris le besoin des clients potentiels, si on ne sait pas si réellement son produit va répondre à un besoin. Et donc là, je pense que c'est le point de départ. Sinon, on se retrouvera comme Eric Ries avec le lancement de son entreprise et finalement, la chose ne décolle pas et c'est un peu la catastrophe à la fin. Oui. J'aimerais revenir sur le point de MVP parce que c'est un point qui dérange beaucoup. Surtout, moi, je suis dans l'édition des logiciels, je crée des logiciels. Mhm, Et quand on parle de MVP chez nous, on parle des fonctionnalités de base, des fonctionnalités que mhm. l'on peut prendre. Mais le problème que nous avions, c'est que on ne sait pas délimiter la taille du MVP. Je m'explique. Quand on dit MVP, dans la Mhm, tête, on se dit le minimum viable que l'on peut vendre, en fait. mhm, On l'énumère, on le finit, mais parce qu'on a une image beaucoup plus large de la chose, on se dit que c'est pas ça le MVP. On veut continuer, continuer, et ainsi de suite. C'est pareil même dans tout business. Quand on se mhm, dit réfléchir d'abord au MVP, c'est difficile justement de se délimiter, de dire que là, c'est bon, c'est le MVP. On veut toujours mhm, faire plus et en termes de ressources, ça nous prend en temps, ça nous prend en énergie, on investit beaucoup, on dépense beaucoup là-dessus et les gens ne savent pas justement délimiter cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mhm. ou nous éclairer sur le concept du MVP pour qu'on sache quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut sortir cette petite chose avant de l'implémenter par après? Parfait, une excellente question. OK. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les MVP, on dit, c'est le minimum viable product. C'est les produits minimum viables. OK. Alors, je veux donner d'abord un exemple. Il y a un monsieur
il veut tester l'idée de savoir est-ce que si je vends le chaussure en ligne, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, regardez la première manière qu'il pouvait tester cette idée. Il pouvait dire, bon, pour tester, est-ce que les gens aiment mon idée de la vente de chaussures? Quelqu'un pouvait commencer à aller, la mauvaise manière, aller acheter un stock de chaussures, créer un site web et ensuite il commence à vendre. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, il est allé, il a créé un MVP qui était simple. Il a fait un site web, il est allé dans un magasin, il a trouvé, il vendait des chaussures. Il a pris le photo de ses chaussures dans ce magasin. Il est venu, il a fait son site web. Et puis, il a bien vu les designs du site web, etc. Il a monétisé son site web. C'est-à-dire, il a présenté ça sur le site web et puis il a lancé tout le processus pour la vente. Et là, c'est vrai qu'on peut arriver à faire ce qu'on appelle un peu les A/B testing. Est-ce que cette page elle est bonne, elle n'est pas bonne? Je vais évaluer. Bon, je ne vais pas aller sur des choses assez techniques, mais il a trouvé que les gens étaient intéressés à l'idée d'acheter les chaussures et ils pouvaient aller sur son site, ils achètent les chaussures. Et quand ils payent, le monsieur récupère l'argent, il va dans les magasins, il achète les chaussures et puis il emballe, il met ses propres emballages et puis après, il expédie. Ça, c'est déjà un MVP. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir un stock sur la vente de chaussures, moi, je trouve un moyen qui me permet de vérifier une hypothèse. Parce qu'il faut savoir que l'hypothèse ici, c'est quoi? Je vais vérifier, est-ce que les gens sont intéressés à acheter les chaussures via un site web? Ça, c'est mon hypothèse de base. OK? Et le MVP, on peut faire plusieurs MVP par hypothèse. On n'est pas obligé d'avoir un produit fini pour vérifier toutes les hypothèses. Alors, vérifier les hypothèses dans un MVP, ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de la startup, OK. Donc, lorsqu'on va parler de la startup, on sait que la startup n'est pas une entreprise qui est déjà conçue, mais qui est déjà finie. La startup, c'est une entreprise temporaire qui est à la recherche de son business model qui est répétable et scalable. J'espère que tout le monde comprend ce que je dis. Mais quand j'ai une startup, je ne sais pas encore, je vais vendre à qui? Je n'ai pas encore une idée de mes clients, c'est qui? Est-ce qu'ils sont intéressés à mon produit? La première des choses dans une startup, c'est que je peux mettre en place mon business model. Alors, le business model, c'est quoi? C'est un modèle économique qui me permet de savoir comment je crée de la valeur, comment je livre la valeur et comment je gagne de l'argent. OK. J'espère que ça reste potable, que ce n'est pas très, très compliqué. Si c'est compliqué, il faut me dire, je peux aller sur quelque chose de Je simple. pense que c'est potable. C'est encore potable. Très bien. Donc, mais dans un business model, par exemple, quand j'ai une idée d'une entreprise, il y a, par exemple, 9 choses que je dois regarder. La première des choses que je regarde, c'est les clients. OK? Dans un business model, je commence par les clients. Dans le client, je peux regarder, en fait, je peux utiliser des outils, par exemple. Le premier outil que je peux utiliser, c'est la carte d'empathie du client. Alors, la carte d'empathie du client, c'est que qu'est-ce que le client voit? Mon client potentiel, il n'est pas encore client. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses besoins, etc. Ensuite, je peux utiliser la proposition, les canvas de la proposition de valeur. OK, c'est encore un autre élément. Mais ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Donc, dans un business model, je vois les clients. Deuxième chose, je regarde la proposition de valeur. Qu'est-ce que j'apporte à ces clients? Quel est le besoin? Pourquoi est-ce que ces clients vont me choisir moi? Qu'est-ce que je veux répondre chez lui? Donc, deuxième élément, les clients. Troisième élément, le canal de distribution. Je vais utiliser quel canal de distribution? Quatrième,
la relation, est-ce que je vends une fois ou est-ce que je fais une vente récurrente? Est-ce que je vais avoir un client qui vient, il achète pour moi et quand il a acheté, il part, ou j'aurai un client, s'il achète chez moi, il peut continuer à acheter de manière récurrente. Hein. Et donc, sur chacun de ces éléments du business model, je dois faire les hypothèses. C'est pas que je fais un MVP pour l'ensemble et je valide mon MVP pour l'ensemble, parce que si une de ces hypothèses ne marche pas, on peut dire je peux pivoter. Pivoter, ça veut simplement dire quoi? Je peux modifier les hypothèses et aller sur une nouvelle hypothèse. Et donc, c'est comme ça. Et donc, ensuite, on verra quelle est la structure de revenus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 55 types de modèles pour gagner de l'argent, parce que beaucoup de gens disent, je change un bien contre un produit. Ça, c'est la vieille manière, c'est la vieille tradition. Aujourd'hui, je peux utiliser les modèles d'abonnement, je peux utiliser les modèles imprimantes, je peux utiliser les freemiums, etc. C'est comme par exemple, il y a eu un jour un monsieur, ça c'était l'entreprise Michelin. Michelin est embêté du fait que elle gagne de l'argent quand les gens achètent de pneus. Et Michelin a dit ceci, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que, même lorsque je ne vends pas le pneu, même si mon activité principale c'est la vente de pneus, comment est-ce que je dois faire de continuer à gagner de l'argent tout le temps, même lorsque je ne vends pas le pneu? Ça c'est un changement dans le business model, c'est-à-dire notamment le modèle de revenu. Et Michelin est arrivé avec une solution qui est simple, c'est de dire ceci, il va mettre en place un modèle d'abonnement. Mais le modèle d'abonnement, il est simple. Il dit simplement ceci, il va amener sa proposition de valeur auprès du client, il est simple. Il dit simplement ceci au client. Désormais, lorsque vous avez toutes sortes de crevaisons, je suis votre solution. Et la solution, c'est quoi? Il dit, vous avez une crevaison, vous êtes bloqué quelque part, vous m'appelez, je vous envoie un véhicule de remplacement, vous allez l'utiliser pendant 24 heures. Ensuite, moi, je viens, je récupère votre véhicule, je pars avec le véhicule, je vous mets un pneu neuf. Et après 24 heures, je vous remets votre véhicule. Mais dis-moi, vous n'allez pas tuer votre journée. C'est-à-dire, vous n'allez pas être stressé, être en retard, la vie va continuer, etc. Mais dans cela, il dit simplement ceci. Au lieu de m'acheter un pneu, supposons qu'un pneu coûte 200 dollars, au lieu de m'acheter 200 dollars, moi, je vous demande que désormais, vous prenez un abonnement de 20 dollars le mois. Et peu importe vos types, le nombre de crevaisons, je vous fournirai mon service. Vous pouvez faire les calculs en disant, bon, 20 dollars le mois, si je fais ça par 10 mois, ça me fait 200 dollars, par 12 mois, ça me fait 240 dollars. C'est presque le coût d'un seul pneu. Alors que si j'ai la crevaison de 4 pneus, ça me coûte 800 dollars. Alors que si je suis dans l'abonnement, ça me coûte simplement 240 dollars. Mais Michelin a intérêt à vous donner un meilleur pneu pour lequel la probabilité d'avoir des crevaisons sera faible. Et non simplement ça, Michelin va récupérer votre pneu qui va devenir la matière première pour créer d'autres types de pneus. Ah, il continuera à vendre des pneus, mais là, il a mis en place un modèle, c'est-à-dire qu'il y ait crevaison ou pas crevaison, l'argent entre. Donc, ça montre simplement que dans un business model, il y a plusieurs manières de concevoir ces business models. Et pour répondre à votre question, c'est que le MVP, il faut voir, je vérifie quelle hypothèse, sur quelle partie de business model. Est-ce que c'est ma proposition de valeur? Est-ce que c'est les canaux de distribution? Est-ce que c'est les clients? Est-ce que je vais valider? C'est les types de relations? C'est le revenu? C'est les activités, les ressources, le coût, etc. Donc, pour être bref, les MVP, on peut créer autant de MVP, mais il faut bien savoir quelle est l'hypothèse à la fin que l'on doit vérifier, comment est-ce qu'on doit la valider. Effectivement, en tout cas, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé la réponse.
Revenons à un problème, vu qu'on parle de l'infoprenariat, on parle de la vente en ligne, un problème assez capital chez nous en Afrique, principalement en RDC, sont les paiements en ligne. OK? On a nos produits que l'on peut bien vendre. On peut créer des sites web, on peut vendre euh, telle part. Mais les problèmes le plus récurrent, c'est le paiement en ligne. Déjà que notre système bancaire est à peine naissant, on a les mobile money qui commencent à s'intégrer maintenant sur des plateformes web, mais c'est encore avec beaucoup d'hésitation. Comment pouvez-vous aider les entrepreneurs qui sont là ce soir euh, à trouver des pistes de solutions par rapport à cette problématique-là de paiement en ligne? Parce qu'ailleurs, en Europe, c'est plus facile. Vous te créez un site web, voilà, vous avez de l'argent, vous récupérez facilement. Mais ici, chez nous, c'est un peu se casser la tête pour recevoir un paiement qui vient d'une plateforme en ligne. Qu'est-ce que vous direz à propos de ça? Très bien. Je pense que c'est une question aussi intéressante. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, même avec certaines de nos banques, hein, c'est déjà possible de recevoir certains paiements en ligne. Mais il faut savoir que, par exemple, auprès d'une banque, il ne faut pas se présenter comme un simple individu. Et ça, je pense que c'est la grosse erreur de beaucoup de gens, c'est que je veux simplement me présenter comme un individu, etc. Donc, il faut, par exemple, être enregistré comme un entrepreneur, ou je veux dire, si vous êtes seul, bon voilà, vous pouvez créer votre établissement, mais au moins on a une reconnaissance juridique parce que toutes les activités de vente et les autres, il ne faut pas qu'on reste dans l'informel. Donc il faut aller vers l'aspect formel et donc ça veut dire aussi il faut être identifié comme une entité parce que même auprès d'une banque, je crois que vous devez avoir tous ces éléments-là qui se mettent en place pour recevoir de paiements ou autres, etc. Donc, si on veut le faire que simplement un individu, la bonne solution, c'est de prendre le statut d'un établissement. Euh, à partir de là, la banque peut vous faciliter la procédure euh, d'avoir les API ou les terminaux qui peuvent vous aider à connecter votre site sur la manière de recueillir de l'argent. Alors, c'est vrai que si quelqu'un veut faire le choix d'aller sur certaines plateformes étrangères, certaines, il y a encore les intégrations sont encore un peu difficiles, notamment lorsqu'on doit quitter d'une plateforme étrangère et recevoir de l'argent par exemple, ici localement, ça peut poser des problèmes. Et donc là, mon seul élément, et je sais aussi que actuellement, le marché est très dynamique. Il y a même des plateformes, je vais dire, des solutions locales qui permettent de recevoir ou les paiements et autres. Donc ça, c'est des éléments que on peut explorer. Mais comme je le disais, mon seul problème, n'allez pas comme un simple individu, c'est-à-dire vous n'êtes pas reconnu, sinon vous aurez difficile d'avoir tous les éléments auprès d'une banque et pour arriver à collecter euh, l'argent et faire vos ventes de manière convenable. Justement, ça, c'est une problématique qui pose encore de soucis jusque-là et je pense que et avec le temps, on pourra simplifier cela. Parce que le problème, il n'est pas seulement parce que vous n'êtes pas une entreprise ou que vous ne soyez pas formel, Mhm, c'est que deux fois même quand vous êtes une entreprise, vous allez voir une banque, vous leur expliquez le concept, directement, il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a tout un formulaire, il y a beaucoup de choses qui font que obtenir justement ces API-là, c'est pas assez facile pour certains. Aujourd'hui, certes, il y a maintenant des entreprises qui sont créées autour du concept qui permettent de simplifier les choses, mais bon, mhm, encore il y a assez d'efforts
contrairement à ce qui se passe déjà à l'étranger, dans d'autres pays. Chez nous, c'est un peu difficile, justement. Mais bon, n'empêche, euh, j'espère que d'ici là, on pourra avoir des solutions assez bonnes Mhm. pour permettre à tout le monde, justement, de se lancer dans ce monde de l'infoprenariat qui est vraiment palpitant. Alors, Mhm. pour moi, j'avais rien que ces questions-là. Comme on le fait dans tous les webinaires, on donne la parole aux différents participants qui étaient là avec nous depuis le début, de poser des questions sur base de tout ce qu'on a eu à échanger pour essayer aussi d'élargir le débat, d'approfondir certains points qui n'ont pas été bien assimilés. Donc, je vais donner la parole aux participants. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut juste lever sa main pour poser sa question. Alors, vous levez votre main si vous avez une question. Quelqu'un a une question? Jusque-là, c'est trop calme, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Patrick, apparemment, Bah, vous avez été trop clair. je me pose bien la question. Ça peut être, j'ai été trop clair ou finalement j'ai dit des choses et ils n'ont rien compris. Non, voilà. Je ne pense Ok, pas. ok. Mhm. Oui, c'est. Euh, je redemande encore une question. Merci à Monsieur Joseph qui dit que le webinaire justement de ce soir, il était très riche, très enrichissant, et il continue à dire que c'est trop clair pour lui. Ah bon, ok. Donc, quand même, ça a été compris et c'est déjà une bonne chose. On va encore donner quelques secondes. Voilà, j'ai vu une main se lever, mais je ne sais plus retrouver. Est-ce que vous pouvez relever la main? Je Il y a une pense que main qui s'est levée. Et puis, c'était Chris, non? euh, il y a Monsieur Didas qui nous dit dans le chat si vous pouvez vous présenter. Vous l'avez fait au début, je pense qu'il est venu juste après. Si on peut lui accorder cette faveur. Dans une minute, vous présentez encore une fois pour ceux qui nous ont rejoints en retard. Ok, donc je me suis présenté en disant que moi, ma spécialité, c'est, je suis un stratégiste, ça c'est ma spécialité. Je suis aussi un expert en innovation et en stratégie d'entreprise et en entrepreneuriat et je passe une bonne partie de mon temps à enseigner ce que j'ai fait. Euh, je l'ai fait notamment au niveau des universités. Donc, que ce soit en RDC ou en dehors de la RDC. Donc, j'interviens dans quelques enseignements au niveau national ou international. Donc, mais ma présentation était que je passe une bonne partie de mon temps à lire des livres et je suis payé pour raconter ce que je lis. Comment ça se fait? Vous lisez des livres, vous êtes payé. Jusque-là, je n'avais pas bien compris. Non, ça veut simplement dire que euh, ça veut simplement dire que bon, je suis un enseignant, en d'autres termes. Ok. Ok, oui. Donc, Je vois, il y a Monsieur Joseph qui a levé sa main, qui a une question. Monsieur Joseph, vous pouvez poser la question? Vous pouvez ouvrir votre micro et Ok, poser la d'accord. question. D'accord, déjà, merci beaucoup pour la parole. Monsieur Patrick, vous avez dit que vous êtes un expert en innovation. oui. Ok, bon, justement, si je travaille sur un projet, c'est aussi une innovation. D'où tout ce que vous avez dit, voilà, j'ai quand même compris facilement, vu que c'est des concepts que j'ai eu à lire, et ainsi de suite. Surtout, ma révélation de cette soirée, c'est que moi, je pensais que je devais forcément avoir comment dire, avoir en fait des data, donc des données réelles pour créer un MVP. Mais vous avez dit qu'on peut aussi faire un MVP par hypothèse. Oui.
Et exactement. Et c'est vraiment ça ma révélation de cette soirée. Maintenant, après, j'ai une question. Oui, Si vous devez, par exemple, donner un top 5 de, je sais pas, de livres ou d'articles à lire pour développer son esprit de l'innovation, comme vous l'êtes, par exemple. Quels sont ces livres qu'on pourrait lire, par exemple? excellente question. Je peux répondre? Oui, 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 vous pouvez. OK, très bien. Alors, je vais d'abord dire à Monsieur Joseph, est-ce que vous connaissez le site Product Hunt? Non. Ah, vous ne connaissez pas Product Hunt. OK. Wow, j'allais dire, est-ce qu'ici je sais partager mon écran? Non. Oui, je pense, vous pouvez partager. OK, ben, un instant. Alors, je vais voir si je peux partager cet écran. Hop, 2 minutes. Euh, je vais essayer de voir. OK. OK, très bien. Donc, je vais voir ici. Hop, what is this? OK, je veux partager de fenêtres, autoriser le partage d'écran. OK, je veux. Hop, sorry. Sorry. OK. Ici, je suis par exemple. Ça, c'est Product Hunt. OK? Ça, c'est un site web. Hein? Si vous Je voyez là. je ne vois pas encore votre écran. Je pense que Oh, c'est encore un sorry. peu chargé. Sorry. Ah non, on me dit, can't share your screen. You must grant a permission. Ah, donc, je ne peux pas Euh, partager. Je dois avoir la permission. Vous pouvez me donner le lien, comme ça je peux partager. OK, Si c'est un d'accord, ça lien. passe. Alors, le Hum, lien, c'est juste, vous écrivez product, hein, mhm, product, mhm. Hunt, c'est Hunt. Ok. Donc, voilà, Comme ça, je partage d'accord. l'écran de chez moi. Vous me dites si vous voyez l'écran. Non, on ne voit pas. Oh, c'est en cours. OK. Bon, Là, c'est bon? OK, ça c'est bon. Oui. Ça c'est bon. Alors, j'allais dire simplement ceci. Vous regardez sur ce site ici, Product Hunt. Ici, regardez, vous avez le produit qui ont été lancés aujourd'hui. OK? Donc, vous voyez là, ça c'est Full Loop AI. Ça, c'est un no-code dans ceci. Il y en a tellement beaucoup. Et là, le premier, il a presque 238. Les gens qui ont voté en faveur, on peut encore descendre. À regarder l'autre ici, il a 1400 quelque chose. On peut encore descendre. Je vois là 2000, etc. Donc, vous voyez, je vais prendre un logiciel comme Dropbox. Ils ont Mhm. lancé leur MVP. Hein, ce n'était pas sur ce site ici, mais c'était sur un autre site. Ils ont simplement dit aux gens ceci. Regardez, d'ailleurs, leur MVP, c'était une simple vidéo. Ils n'avaient même pas encore le produit fini. Le produit n'était même pas encore fait. Ils ont fait la vidéo et la vidéo montrait qu'on pouvait synchroniser les fichiers entre le téléphone, le desktop et les laptops. C'est une simple vidéo. Et ils ont posté la vidéo en disant que s'il y a des gens, c'est-à-dire ils ont fait un appel à l'action à la fin, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça c'est les produits que nous voulons développer, ils pourraient être par exemple disponibles d'ici 6 mois. Si vous êtes intéressé, appuyez sur telle chose pour réserver les produits. Ils ont lancé, ils ont eu directement plus de 70 000 quelque chose en un jour de gens qui étaient intéressés par l'idée.
Le produit n'était même pas créé. C'est-à-dire, le produit n'était même pas créé. Mais ils ont eu la preuve que l'idée, elle est valide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le fait de valider cette idée? Ils sont allés maintenant faire une mobilisation de ressources, c'est-à-dire aller chez les VC, les venture capitalistes, les gens qui peuvent financer l'entreprise, en montrant que cette idée est là. Les gens sont intéressés à l'idée. Et donc, ça, c'est une manière de faire du MVP. Ils ont vérifié simplement l'idée, est-ce que les gens sont intéressés avant même de développer le MVP. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Donc, une simple vidéo peut aider à vérifier une MVP, à vérifier un MVP. Je peux aussi faire, par exemple, un landing page. J'ai fait un site web avec la page de lancement et ça peut m'aider à vérifier. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que le MVP, il y a plusieurs types de MVP. Il y en a beaucoup. Maintenant, ça dépend de lesquels vous utilisez pour vérifier quoi. Donc, je crois que ça, c'est l'élément essentiel à comprendre, notamment au niveau de MVP. Je voulais montrer Product Hunt parce que ici, vous pouvez aussi aller regarder quelle est la meilleure idée qui se passe maintenant sur le net ou ailleurs. Bon, il n'y a pas que Product Hunt, il y a encore d'autres idées qui sont là et pour lesquelles vous pouvez les voir. Et c'est une aussi phase de test, hein, parce que parfois, ils sont encore à l'étape du lancement ou à l'étape bêta, qui n'est pas encore à l'étape où ils vont aller à l'échelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de répondre à votre question qui m'a été posée? Sinon, vous pouvez y revenir. En tout cas, je pense que c'était parfait. On vient de découvrir. Moi, personnellement, je viens de découvrir la plateforme et je pense que je vais l'utiliser, en tout cas, beaucoup plus régulièrement. On a une question qui a été posée par Monsieur Placide dans le chat. Il dit, selon votre expérience, Monsieur Patrick, et selon le contexte de la RDC, quelle astuce donneriez-vous à un débutant afin de trouver un élan et de se retrouver dans le monde de l'infoprenariat, se faire de l'argent, entre parenthèses? Wow, une excellente question. Ça, c'est une excellente question. Moi, je pense que le grand problème ici, c'est que parfois, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas oser. OK? Les gens n'aiment pas oser, les gens n'aiment pas aller de l'avant. C'est-à-dire, pour oser, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les connaissances nécessaires. Mais il faut avoir l'audace d'avancer et même d'échouer et d'apprendre et d'avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et quand vous avez la volonté de faire quelque chose, hein, c'est-à-dire, par exemple, dans l'infoprenariat, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, quelqu'un peut dire, bon, voilà, moi, je veux aller, par exemple, je fais un cours en ligne. Bon, quel est le type de cours en ligne que tu veux faire? Bon, tu peux choisir, par exemple, une niche qui veut dire, moi, je ne vais pas faire le cours comme tout le monde. Moi, je vais aller sur quelque chose qui peut me distinguer des autres. Bon, peut-être je peux aller, par exemple, sur Google Trend. Trend, c'est T-R-E-N-D, OK? Pour essayer de voir parfois quelles sont les grandes tendances sur un thème ou un autre. Et je peux trouver ma niche qui correspond à la situation de la RDC. Et peut-être qu'on peut dire, écoutez, bon, les sites web, beaucoup de gens en RDC n'aiment pas les sites web ou ne vont pas sur les sites web. Bon, est-ce que moi, je veux trouver, par exemple, un produit digital qui peut intéresser les gens et que peut-être je peux vendre par WhatsApp?
ou je sais pas, que je peux vendre par autres réseaux sociaux, etc. Donc, la seule chose, c'est croire en vous. Il faut vous informer. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, toute l'information est disponible. Elle est non simplement disponible, mais elle est aussi gratuite. Je sais par exemple que le grand problème de gens, vous voyez, YouTube est là. YouTube a beaucoup, il y a beaucoup d'informations disponibles, mais c'est vrai que c'est désordonné. C'est-à-dire que pour le mettre en ordre, on a des petits morceaux ici et là, etc., mais qu'on peut trouver par exemple sur YouTube. Euh, euh, mais si vous apprenez ici et là, ça peut vous aider à avoir une idée exacte de ce que vous pouvez faire. Donc, si je me résume, il faut la volonté, il faut surtout l'audace d'oser et d'essayer et ne pas avoir peur d'échouer. Parce qu'avant d'avoir deux, il faut commencer par un. Donc, tu ne peux pas vouloir directement aller à 1000. Non, il faut aller tu commences par un et tu passes par deux. Et rassure-toi que si tu échoues aujourd'hui, c'est pas grave. La bonne nouvelle est que tu auras appris. Il faut simplement avoir le courage et l'audace d'apprendre de ses erreurs et de se mettre debout jusqu'à ce que vous pouvez aller aux résultats qui sont escomptés. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. En tout cas, c'est une très belle réponse. On a une dernière question, je pense, qui est encore une fois dans le chat, de Monsieur Michel Mikobi, qui dit juste une question de curiosité, Monsieur Patrick. C'est toujours nécessaire de connaître l'informatique pour s'intégrer dans ce monde de l'infoprenariat? Ça, c'est une très, très bonne question pour nous qui sommes en RDC. J'ai envie de dire que ma spécialité n'est pas l'informatique. Hein. Moi, je n'ai pas de spécialité en informatique. Donc, moi, ma spécialité, c'est la curiosité. Voilà. Donc, je suis spécialiste en curiosité et en apprentissage. Je ne sais pas ici qui est sur la plateforme Clubhouse. Je ne fais pas de la pub, hein. Je n'ai rien à voir avec Clubhouse. Mais qui est sur Clubhouse? En tout cas, moi, je viens de le découvrir, Clubhouse. OK. Clubhouse, quand il a commencé, c'était pendant la période Covid. À l'époque, pour accéder à Clubhouse, il fallait avoir une recommandation. Clubhouse, c'est un peu comme Twitter Space. Et là, on a eu... je vois quelqu'un y est. Quelqu'un qui est désert qui m'a dit. Il est là. Donc, au départ, il fallait être recommandé pour aller sur Clubhouse. Mais Clubhouse, quand ça a commencé pendant la période Covid, on pouvait se mettre en ligne comme on est là, et puis on se retrouve avec le PDG de Tesla. Il monte dans le stage, et vous êtes là, vous pouvez directement lui poser des questions. Et donc, il y a par exemple autant de plateformes sur l'entrepreneuriat, tout ce qui est venture capitaliste. Il y a des gens dans le monde, ils ont de l'argent et ils sont en train de rechercher le prochain Google. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le prochain Google qui est encore petit. Et ils ont des fonds. Mais ils ne le mettront pas, ils ne vont pas jeter le fonds à la fenêtre. Il faut que vous ayez des preuves que, voilà, votre manière de faire, elle est cohérente. Vous avez des preuves que votre idée est scalable, c'est-à-dire que ça peut monter en échelle. Et vous avez aussi les preuves que, voilà, votre idée peut être répétable. Donc, ça, c'est des outils qu'il faut mettre et pour lesquels il faut avancer. Donc, il ne faut pas être bon en informatique pour être ici, mais le réseautage, c'est très important. Qui est dans votre réseau? Qui parle de quoi? Parce que finalement, les idées viennent aussi du fait que on apprend quelque chose au-delà de ce qui nous entoure. Et là, ça donne la possibilité ou le monde de possibilités. Par exemple, lorsqu'on fait de l'innovation, c'est dans l'innovation, par exemple, il y a, c'est vrai que là, je dis l'innovation, mais il y a l'innovation et la créativité.
On n'a pas assez de temps pour que j'explique la différence. La créativité, c'est le fait de générer des idées qui peuvent être nouvelles. L'innovation, c'est ce qui répond aux problèmes, aux besoins réels sur terrain. Mais dans la créativité, nous avons par exemple certaines méthodes que les gens peuvent utiliser. Par exemple, l'utilisation de la pensée de la divergence, ce qui est différent de la pensée de la convergence. La divergence, c'est quoi? Je vous mets à vous faire réfléchir pour découvrir les choses qui n'existent pas. Et là, il faut sortir des sentiers battus. Et là, on n'est pas dans un raisonnement logique. Parce que beaucoup de gens, la logique fait que les gens n'arrivent pas à faire des choses comme les autres. Et donc là, ça empêche beaucoup de gens de découvrir des choses nouvelles. Donc, il y a la pensée de la divergence, mais de l'autre côté, la pensée de la convergence, qui sont deux manières qui peuvent vous aider à être beaucoup plus créatif et qui peuvent vous aider à aller vers notamment l'innovation ou les innovations. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez les entreprises qui vous apportent des choses qui n'ont jamais existé. Mais les choses qui n'ont jamais existé, ils étaient beaucoup plus dans les méthodes de divergence qui permettent d'explorer les possibilités qui existent. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la capacité à votre possession, la capacité que vous avez de faire les choses les choses qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais la bonne nouvelle est que vous avez cette capacité en vous. Voilà, il faut simplement l'approfondir. Ouais, en tout cas, c'est très, très profond et précis. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si on doit prendre. Il y a une autre question qui était dans le chat, on va finir par là. C'était Monsieur Chris Kabbalah qui demandait comment pouvons-nous utiliser l'innovation numérique pour transformer nos défis entrepreneuriaux en opportunités de croissance dans le monde en ligne. OK. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'innovation numérique, c'est ça, pour transformer... Oui, nos défis entrepreneuriaux en opportunités de croissance dans le monde en ligne. Très bien. Je dis toujours, l'entrepreneuriat commence par une chose. Quel est les problèmes que vous voulez résoudre? N'oubliez pas, j'ai l'habitude de le dire et de le répéter, que le client n'est pas bête. Le client, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous m'apportez, vous me faites de marketing, voilà, mon produit est bon. Si je suis convaincu que c'est pas mon affaire, je ne vais pas vous acheter. Je ne vous ferai pas de beaux yeux. Parce que ça ne me dit rien. Les grands problèmes, c'est que si j'arrive à offrir un produit qui répond aux vrais besoins, non, là, la magie s'opère. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose ça va marcher. Donc ici, c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de commencer par quelle est l'innovation importante, parce que parfois l'innovation peut être inutile si elle ne permet pas de résoudre des problèmes réels. Mais la vraie question, c'est quels sont les problèmes des gens et comment l'innovation peut m'aider à répondre aux problèmes des gens. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Donc, si dans tout ce que vous faites, vous devenez une solution pour les gens, dans tout ce que vous faites, vous devenez la solution pour les problèmes des gens, je peux vous garantir que la mayonnaise va prendre. La mayonnaise va prendre. Mais si vous forcez, vous commencez par chercher le bon produit et vous voulez les forcer sur le marché, c'est vrai qu'en entrepreneuriat, on va dire, ça c'est l'approche push. L'approche push, c'est quoi? J'ai mon produit, je le pousse sur le marché. Il y a les défauts de cette approche push. Ici, moi, je prône un peu l'approche pull, l'approche tirée, c'est-à-dire je vois les besoins, et à partir des besoins et tout ce qu'il y a, je crée un produit qui répond aux besoins. Et la magie de ça, c'est que, waouh, vous mettez votre produit en place, vous allez même fermer votre bouche, il y aura quelqu'un qui ouvrira la bouche à votre place, parce que finalement, vous allez donner des réponses
qui correspond aux problèmes des gens. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce webinaire. C'était très intéressant, c'était très riche. Merci particulièrement à vous, Monsieur Patrick. Je suis très content en tout cas de vous avoir reçu ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Je ne sais pas si vous Merci. avez un dernier mot à nous dire. Non, je pense que c'est à moi aussi de vous remercier pour l'opportunité d'être là et de partager ces quelques instants et à tous les publics aussi pour avoir été là. Et voilà, donc on espère que on gardera les échanges hein, et qu'on Oui, pourra le futur. effectivement. Effectivement, on gardera les échanges. Il y a déjà dans les chats, on demande comment vous contacter. Je pense qu'il faudra renvoyer tout le monde sur votre profil LinkedIn. Ça, c'est Ça sûr. sera beaucoup plus facile. Vous recherchez juste Monsieur Patrick Chamba sur LinkedIn. C'est facile à trouver. C'est un compte à plus de 40 000 abonnés. En tout cas, ça, c'est un très bon boulot que vous faites sur LinkedIn. Donc, c'est plus facile. Et je tiens aussi à vous remercier, vous tous, pour ceux qui ont eu un petit problème de connexion. Ça et là, demain, vous aurez un replay que l'on va, euh, que l'on va publier sur YouTube et un peu partout. Vous pouvez resuivre ce webinaire qui a plein de valeur en tout cas. On a beaucoup appris aujourd'hui. On a découvert des plateformes. On a compris au fond c'est quoi l'infoprenariat. En tout cas, je tiens à vous remercier, monsieur Patrick. Pour pas trop traîner, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, une bonne nuit. Et déjà demain, je vous souhaite une excellente semaine de productivité et de réussite dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'était le Café des entrepreneurs, notre 5e épisode de notre webinaire hebdomadaire de tous les dimanches à 20 heures. Et je vous donne encore une fois rendez-vous le dimanche prochain à 20 heures. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Ok, merci, au revoir. Au revoir, au revoir.